Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le Entre Coach numéro 14 et aujourd'hui on est tous les 4 réunis. Donc ça fait 3-4 épisodes je crois qu'on n'a pas été tous les 4 là, donc on va en profiter aujourd'hui pour faire un bel épisode. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut commencer directement avec un sujet ? Non. Tu veux pas, Charles ? Non, je vais pas commencer. Moi, je peux. Si Vas-y, vous voulez. Loïc. Moi, mon sujet du jour, c'était sur les douleurs et en gros des douleurs plutôt chroniques et avoir un petit peu votre avis si vous avez déjà eu ça. En gros, j'ai parlé avec un kiné en particulier il y a pas très longtemps et on parlait de douleurs chroniques dans le sens où il y a un truc qui existe qui s'appelle Retrain Pain. En gros, c'est tout un. C'est un site internet avec des gens qui ont étudié là-dessus et tout. Il part du principe que si tu as une douleur chronique dans ta vie, dans le sport, etc., généralement, au bout d'un moment, c'est plus à cause de ta pratique, c'est lié à des choses dans ta tête. Et c'est vraiment la douleur est dans ta tête. Et ça peut être lié à juste quelque chose avec une personne qui n'a rien à voir avec le sport. Ou alors, des fois, c'est très proche du sport, comme la douleur, tu t'es fait mal sur un moment avec une personne et du coup, ça vient de ce problème-là. Et en fait, ça tourne tout autour de ça. Et généralement, c'est un peu s'écarter de la douleur en elle-même et aller chercher quels sont tes facteurs de stress dans ta vie, voir si tu peux les régler, les diminuer, etc. Et ensuite, voir s'il y a des changements. Et du coup, moi, de mon côté, c'est un truc que j'ai fait. Et juste en ayant des discussions avec des personnes avec qui j'avais des choses à dire, régler des petits problèmes perso dans ma vie, des trucs qui n'ont rien à voir avec la force athlétique, j'ai eu des résultats. Et j'en ai parlé avec des athlètes dans le même cas, qui avaient des douleurs chroniques qui ne partaient pas via beaucoup de kinés, beaucoup de réhab, etc. Et Kevin, mon athlète, il n'y a pas longtemps, je lui ai dit, mais tu sais, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de psycho, un peu perso, qui traîne depuis longtemps ? Il me dit, tu peux m'en parler. Il n'y a pas longtemps, au taf, j'ai réglé tel ou tel problème. Depuis, ça va beaucoup mieux. Et je sais que, Lichard, tu as des exemples comme ça. Donc voilà, savoir un petit peu votre avis là-dessus. Et si vous avez des cas un petit peu du même genre. C'est Dame Irma aujourd'hui le podcast. Dame Irma, tu connais pas ? Irma, c'est la voyante. Ah, ça fait penser, Dame Irma, d'accord. Ça fait penser un peu à un truc comme ça. Mais non, en vrai, je capte. En fait, pour moi, c'est le truc de base de la douleur, que c'est pas juste l'aspect physiologique de la douleur, il y a le modèle biopsychosocial, donc il y a d'autres trucs en dehors qu'il faut régler, qui sont, je sais pas si c'est tout aussi important, mais qui sont importants dans comment est-ce que tu traites ta douleur, tes douleurs, tes gènes. Donc c'est évident que si, de manière générale, déjà tu vas pas bien dans ta vie, il y a de grandes chances que tu dormes pas bien, que tu récupères pas bien, que tu sois stressé, donc en fait ta récupération de manière générale est moins bonne, donc ça c'est purement physiologique. Mais après il y a des aspects aussi de la douleur qui peuvent être complexes à comprendre. Comme tu disais, par exemple, je sais pas si t'as le malheur de t'entraîner dans une salle et à chaque fois que tu entraînes dans cette salle tu te fais mal, rien que le fait de revenir dans cette salle ça peut te créer des gènes, des douleurs, ou ça peut augmenter les chances que tu te fasses mal. Donc je pense que oui, l'environnement joue de fou, et quand je dis l'environnement, c'est pas juste l'environnement physique dans le sens où est-ce que je m'entraîne, mais de qui je suis entouré, dans quelles conditions je m'entraîne, etc. Et il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer avoir un rapport direct ou indirect avec comment est-ce que tu ressens ta gêne aussi, parce que c'est ça en fait, c'est une douleur en fait, c'est l'expression d'un problème ou non. Et c'est ça le problème, c'est que on part du principe que parce qu'on a mal on a un problème physiologique, pas forcément. Parfois on n'a plus rien, comme tu t'as pu le dire, et pourtant on ressent encore cette gêne qui peut nous empêcher de faire ce qu'on veut correctement, qui nous incapacite. Et dans ce cas, là c'est peut-être le moment, justement, si ça dure, d'essayer de traiter ça différemment et de passer par des, comme tu dis, des leviers un petit peu différents. Mais je pense que de manière générale, inciter les gens à faire en sorte d'aller bien dans leur vie, c'est sûr que ça va avoir un effet directement sur leur gêne, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. J'ai déjà expérimenté ça, moi, avec des athlètes et avec moi-même aussi. Dans le sens où j'ai déjà eu des cas où certains athlètes avaient des douleurs ultra persistantes qui dérangeaient 2 mouvements sur 3. Et malgré tous les efforts qu'il a fait avec des médecins, etc., pour savoir ce qu'il y avait, le résultat c'était toujours le même, c'était il n'y a rien, on trouve rien, on sait pas. Et du coup cet athlète-là, ça lui a gâché sa pratique. Du coup il s'entraînait quand même sous énormément de contraintes, et en fait dès qu'il s'entraînait, il avait mal, ça l'énervait, il était à fleur de peau, donc il ressentait encore plus la douleur. Comme tu l'as dit, il y a à quel point tu peux avoir une lésion et cette lésion-là créer des douleurs, mais il y a comment toi tu vas percevoir et ressentir la douleur.
Et vous l'avez tous déjà sûrement expérimenté. Si par exemple vous allez vous entraîner le soir après une journée complète de taf, ou alors vous allez vous entraîner et vous avez fait 30 000 pas dans la journée parce que vous avez fait une randonnée, peu importe, et vous allez probablement tout ressentir plus difficile. Ou si vous venez vous entraîner en étant méga énervé à cause de tel ou tel truc qui s'est passé dans votre journée, le moindre petit truc, vous allez le ressentir fois 12 parce que vous allez être à fleur de peau. Et donc ça peut forcément jouer, et ça peut jouer un sacré moment dans votre pratique, parce que dans le cas de mon athlète, ça a duré jusqu'à ce qu'il arrête complètement le sport pour des raisons professionnelles. Il pouvait plus du tout pratiquer à cause des raisons professionnelles, et il a décidé de reprendre le sport, du coup la force, parce qu'il a continué le sport à côté, lorsque du côté professionnel il allait en être capable. Et quand on a recommencé le coaching, du coup c'était genre 8 mois après quand même, donc c'était vraiment long. Et bien en fait il était juste apaisé, parce que de un, au niveau professionnel, il avait fait ce qu'il avait à faire, il avait obtenu les diplômes, les grades, etc. qu'il voulait, du coup ça allait bien. Au niveau du sport, il revenait à la salle sans se mettre aucune pression, du coup plus aucune douleur depuis que ça a commencé. Alors que il y avait pas plus de lésions avant que maintenant, parce qu'il avait fait des imageries, etc., etc. Et même moi personnellement j'ai déjà ressenti ça, les périodes où j'avais souvent mal au dos alors qu'il n'y avait rien de particulier qui pouvait faire que j'ai mal au dos. C'était sûrement lié à tout le facteur externe, le stress, la récupération qui était mauvaise. Donc c'est évident que ça a un impact. Moi en tout cas je l'ai déjà vécu, et à travers mes athlètes et à travers moi aussi du coup. C'est là où je pense le besoin de changement se fait ressentir. Genre souvent t'as des gens qui ont l'impression de tourner un petit peu en rond, comme tu le dis, s'ils ont mal depuis longtemps ou quoi, ils voient pas forcément de solution. Et c'est là où justement faire des choses différentes, parfois ça peut aider, ça te donne juste un nouvel élan, un nouveau truc sur lequel te focus, et qui te sort un petit peu de ce schéma de je vais à la salle, je m'attends à avoir mal donc j'ai mal, et comme j'ai mal je peux pas faire ce que je veux, donc je rentre chez moi et je suis énervé, et quand j'y retourne le lendemain je répète le cycle en fait quoi. Ouais, puis après, tu as aussi le côté où des fois, tu as tellement été habitué à avoir mal quand tu fais un mouvement que même une fois que c'est, on va dire, un peu rétabli, tu as toujours la question quand tu as fini, est-ce que ça me fait encore mal ? Et la petite gêne sur laquelle tu te serais pas attardé avant, tu vas plus la ressentir parce que tu as eu mal, et tu as aussi ce côté où la gêne peut être un peu rémanente. Et moi, j'ai une athlète aussi, pareil, dès qu'elle avait des périodes d'examen, elle se faisait mal au dos, tout le temps, parce que plus de stress, et donc... pourtant, il n'y avait rien qui changeait, juste plus de stress, donc moins de récup, et elle arrivait, elle se faisait mal au dos. Donc du coup, on faisait des deloads à chaque fois qu'elle avait sa période d'examen, et au moins, dès qu'elle avait fini, on repartait sur de bonnes bases, quoi. Mais du coup, ouais, je pense que c'est intéressant ce que tu disais. Le truc, c'est que je pense que c'est... Enfin, en gros, le meilleur conseil que je pense pouvoir donner de ce côté-là, c'est juste faites en sorte d'être... aussi bien que possible dans votre vie, ce qui paraît logique, hein. Mais après il y a des gens aussi qui vivent via le conflit, donc c'est différent aussi. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'une certaine quantité de conflit dans leur vie pour se sentir bien. Donc en fait l'idée c'est juste de manière générale, faites en sorte d'être aussi apaisé que possible, parce qu'en fait il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en compte, et c'est le genre de truc que justement j'ai un athlète qui m'a dit hier, c'est juste pour vous donner un rapport, mais j'ai fait une sortie vélo hier, j'ai l'habitude de le faire, j'ai fait 45 km, donc ça paraît beaucoup, mais j'ai respecté ma plage cardiaque, donc ça va pas je pensais pas que ça allait m'affecter. Pour autant aujourd'hui je me sens cramé. Et en fait ce que j'ai répondu c'est en fait dans tous les cas, même si ton effort est pas dur, enfin pendant un temps où tu aurais récupéré, tu fais un effort. Donc un effort qui est certes pas important, mais au final ton effort de 40 km il dure peut-être 2 heures sur en vélo, j'en sais rien, ça dépend du type de trajet. Pendant 2 heures, au lieu de juste te focus sur l'aspect récupéré, tu as fait un effort de basse intensité qui te coûte quand même. Donc en fait quand tu regardes le delta entre récupérer, donc être dans le positif, et faire un truc qui t'enlève pas beaucoup, en fait le delta est grand parce que t'es censé être là et tu te retrouves là alors que la neutralité elle est là. Donc c'est un peu la même chose. Il y a plein de petits trucs dans la vie de tous les jours qui peuvent paraître pas grand chose, mais additionner toute la journée en étant en permanence dans cet état là, ça coûte beaucoup. Et moi c'est l'exemple que je donnais par rapport à la bouffe, les gens qui ont tendance à être un petit peu trop stricts par rapport à leur alimentation, ne pas vouloir manger absolument ça, ne pas sortir, machin, etc. En fait à force de s'imposer énormément de contraintes dans la vie de tous les jours pour respecter quelque chose en particulier, il y a un stade où quand vous voulez trop optimiser, ça va vous coûter plus en stress d'optimiser que ce que ça ce que l'optimisation en elle-même va vous rapporter. Et c'est un peu la même chose que je vois comme ça, c'est que si dans la vie de tous les jours vous êtes sans arrêt en train de vous prendre la tête pour des choses qui sont un peu futiles, faut juste essayer d'apprendre à prendre du recul sur toutes ces choses-là, et forcément ça peut que aider d'un point de vue récupération. Ouais, puis surtout parfois on le voit pas venir, ou on s'en rend pas compte que dans notre vie globale il y a peut-être des choses qui font que ça a un impact sur notre pratique, et du coup sur les douleurs là plus précisément.
Donc je pense que ça peut être intéressant, parfois lorsqu'on a un peu mal et qu'on trouve pas de solution, essayer de dézoomer un peu en dehors de la pratique et de pas se dire oh je comprends pas, je fais tout bien à l'entraînement, je devrais pas avoir mal. Mais si à côté de ça, je sais pas, je prends un cas extrême, vous êtes en train de divorcer de votre femme et que vous disputez la garde des enfants, bah c'est tout logique que ça ait un impact en fait. Donc là ça peut sembler logique, mais comme tu l'as dit, ça peut être des petits trucs mis bout à bout. Donc je pense que faut garder en tête qu'effectivement, lorsqu'on a des problèmes de douleur chronique et qu'on n'a pas trop de solutions, essayer de voir de ce côté-là, le côté social, anxiogène qu'on peut avoir à droite à gauche, peut forcément améliorer la chose. Surtout qu'en plus, bah, tu as discuté de ça avec un kiné, qui en plus a des datas par rapport à ça. Donc c'est réel, c'est pas juste on a tous remarqué c'est réel. De toute façon, on disait la base du modèle biopsychosocial, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui vont impacter votre douleur, donc l'aspect purement physiologique, il y a l'aspect environnemental, de ce que vous faites dans la vie, de qui vous êtes entouré, et après il y a l'aspect social, donc du coup c'est directement les relations que vous allez avoir avec le sport, avec les gens qui pratiquent le sport de manière générale, enfin il y a plein de choses comme ça, et c'est pour ça que c'est important de bien vous entourer, bien manger, enfin faire en gros tout l'écosystème qui va tourner autour de votre pratique doit être je dirais pas passer au peigne au peigne fin, c'est ça, au peigne fin, au peigne fin, ouais. Au peigne fin pour connaître toutes les erreurs, mais au moins en gros ayez conscience de tout ce que vous pouvez optimiser, et surtout rendez-vous compte que lorsque vous voulez optimiser quelque chose, vous aurez toujours un meilleur retour sur investissement à vous investir dans un truc sur lequel vous n'avez jamais travaillé, plutôt que de vouloir optimiser à 100% quelque chose sur lequel vous avez déjà une grosse marge de contrôle dessus. Donc c'est toujours important de visualiser la globalité de la chose, et ça aidera toujours à mieux récupérer, en tout cas à se focus sur tous les aspects que vous pouvez prendre en compte. Ok, je trouve qu'on a bien fait le tour en tout cas. Et du coup ça tombe bien parce que moi mon sujet c'était un peu en rapport. En gros je voulais voir un petit peu votre état d'esprit, votre manière de fonctionner. Genre imaginons lorsque vous vous blessez ou vous avez une période un petit peu down dans la pratique, comment est-ce que vous visualisez les choses, quelles sont vos étapes un peu, comment est-ce que vous prenez du recul, enfin, qu'est-ce que vous faites pour surmonter cette période entre guillemets? Moi je sais que au tout début que je pratiquais, j'avais tendance à vraiment faire très très attention, genre limite pas tout arrêter, mais quasiment si j'avais mal à tel endroit, je faisais vraiment attention, je liftais sans avoir mal du tout, et j'attendais de revenir à un niveau où je sentais que j'avais mal à aucun moment dans la vie de tous les jours ou dans la pratique pour pouvoir recommencer à remettre en charge. Après j'ai eu ma période où je suis devenu un peu foufou, où les charges ont explosé et où quand j'avais une petite douleur j'étais en mode ouais je peux pousser dessus, je peux continuer et tout. Et maintenant je reviens un petit peu sur un entre-deux où j'essaie de me dire bah vraiment ça sert à rien que je me prouve qu'il faut que je fasse telle charge à ce moment-là. Alors que ça peut te coûter 2 semaines ou 3 semaines. Alors que voilà, et je pense que ça m'a j'ai fait un peu le point dernièrement. Je pense que ça m'a quand même coûté 1 an là sur l'année dernière où quand j'étais à mon meilleur niveau au squat, je me suis fait mal et après j'étais en mode non mais il faut quand même que je continue à squat des 2,40, 2,45, 2,50 parce que il faut que je maintienne ce niveau et que je montre que je suis à ce niveau-là, et en fait ça m'a servi à rien. Donc là dernièrement je suis en mode vraiment il faut juste que j'ai pas mal parce que l'objectif c'est de rester le plus longtemps possible, et c'est pas parce que je fais une contre-performance ou je sais pas, ou si cette année je fais pas un top je ne sais combien au championnat de France, en fait je m'en fiche un petit peu. Là pour l'instant je suis en mode bon on va y aller tranquille et faire en sorte que j'ai pas mal du tout, tu vois. Moi je pense que les objectifs c'est important, mais il faut juste savoir quand ils ont un intérêt ou pas en fait. Faut savoir avoir un driver quand il y en a besoin, mais il faut aussi savoir prendre du recul quand c'est pas le moment de pousser bêtement pour juste perdre du temps quoi. Et c'est ça qui est compliqué en fait, de trouver ce compromis. Ouais, moi j'essaye de faire l'état des lieux un petit peu de ce qui se passe quand quelque chose va pas très bien, que ce soit des douleurs ou même parfois sans avoir vraiment mal, ça se passe pas comme prévu. Bah en fait moi j'essaye de faire l'état des lieux et de me dire qu'est-ce qui va pas, et il y a généralement plus de choses qui vont que de choses qui ne vont pas, et donc j'essaye de me concentrer sur ce qui va en y allant progressivement sur ce qui va pas, que ce soit des douleurs ou pas. J'essaye moi perso en tout cas j'essaie de dézoomer un petit peu sur ce qui se passe. Par exemple ici on est à la salle, on s'entraîne, il y a pas mal de personnes qui s'entraînent de tout niveau, et c'est très rare que tout le monde soit en pleine forme, tu vois, c'est normal. Et en fait souvent quand moi j'estime que ça va pas, je regarde un peu autour de moi et il y a toujours des gens qui selon moi sont dans un pire état entre guillemets, tu vois, qui vivent quelque chose de pire. Et je vois ces gens-là, et généralement ces gens-là essayent de gérer au mieux.
ne passent pas leur temps à se plaindre, etc. Peut-être que parce que c'est nous, dans l'environnement dans lequel on est, c'est peut-être particulier parce que on s'entraîne avec des gens qui connaissent bien le sport et tout, mais en tout cas, moi, ça m'aide dans mon environnement de regarder un petit peu les autres et de me dire que ça peut aller. Après, j'ai de la chance aussi, je trouve, parce que perso, j'ai jamais vraiment eu de blessures qui m'empêchent vraiment de m'entraîner pendant 1-2 semaines, tu vois. C'est rare que je sois obligé de squatter 100 kilos parce que vraiment j'ai trop mal. Ça m'arrive d'avoir des douleurs intenses, très vives, mais ça dure jamais très très longtemps. Quand ça dure longtemps, c'est que c'est pas très vif, donc je peux quand même m'entraîner dessus. Et du coup, en fait, à chaque fois, si j'ai une douleur très vive, par exemple, là, il y a quelques temps, je me suis fait assez mal dans le haut du dos et ça m'a impacté genre 2 séances. Et en fait, j'étais en mode, là, ça me fait vraiment mal, ça m'handicape, je peux vraiment je peux quasiment pas faire ce que je veux, mais je sais que ça va pas durer longtemps parce que je commence à avoir de l'expérience et tout. Et à l'inverse, quand c'est un petit pépin qui va durer un peu plus longtemps, je me dis, je peux quand même m'entraîner parce que certes, c'est handicapant, mais il y a plein de manières de s'entraîner autour de ce qui est handicapant. Et donc, je me dis que je vais travailler sur ce que je peux travailler autour, essayer de progresser sur d'autres axes. Et à force, ça va. Donc, je me dis que, ouais, il y a le temps. Essayer de prendre du recul sur la situation parce qu'il y a toujours pire, entre guillemets, jusqu'au jour où vraiment, si je me casse les 2 bras et les 2 jambes, bon, je vais peut-être en mode un peu chiant là quand même. Mais il y aura sûrement un truc à faire. Donc, ouais, j'essaye de me dire ça. Parce qu'en tout cas, moi, perso, c'est sur l'aspect moral que ça va jouer, à quel point je vais pouvoir bien m'entraîner ou pas. Quand je suis dans un mauvais mood ou que je suis un peu énervé, mes entraînements sont pas bien. Donc j'essaye d'améliorer ça. Et forcément, les douleurs, tu vois, ça rejoint ce qu'on disait. Quand je me sens mieux et que je me mets moins la pression, même si j'ai mal, je subis moins la douleur, donc je m'entraîne mieux. Et en s'enchaînant mieux, tu vas mieux au niveau des douleurs et des gènes. Donc voilà. Moi, c'est drôle parce que sur les moments du coup où j'ai toujours ces problèmes-là, j'ai 2 choses qui reviennent. Souvent, je trouve une activité externe, genre qui me prend un peu de temps pour m'occuper l'esprit. Alors que en temps normal, quand je suis dans mes périodes où je m'entraîne le plus, en fait, mon entraînement, ça me prend 95% de l'énergie dans ma journée. Donc au final, je fais rien du tout après. Je rentre et je dors. En gros, enfin en dehors de mon travail évidemment. Mais du coup, lorsque je peux m'entraîner moins, j'ai besoin d'un truc qui va me stimuler juste pour me prendre du temps et me prendre de l'énergie mentale entre guillemets. Du temps et l'énergie mentale, ouais. Le jeu. Souvent c'est ça. League of Legends. Souvent c'est ça. Ben, c'est fou parce que vraiment, quand tu regardes dans les périodes de ma vie, genre là, dernièrement, je me suis fait un petit peu mal au dos, donc je rejoue. Moi, je joue vraiment beaucoup moins que ce que j'ai pu jouer par le passé, hein, mais je joue. Alors que ça faisait plus d'1 an que j'avais pas touché à mon PC, juste parce que en fait je m'entraînais, tout allait bien, donc du coup j'étais en mode juste, je me bute à la salle et ça me va, tu vois. Donc il y a ça. Après c'est le travail, genre je sais que du coup je passe ma vie à faire, j'ai toujours un truc à faire où je me dis bon je vais faire ça. En fait je m'occupe à faire plein de choses et je me dis bon bah voilà. Au moins quand je rentre le soir et que je suis dans mon lit, je suis fatigué, tu vois, même si je me suis pas beaucoup entraîné parce que du coup je me suis occupé de ma journée. Et je pense que ça me permet justement de prendre du recul parce qu'au final en fait moi ma vie est quand même grandement rythmé, comme pas beaucoup, enfin comme nous tous ici, par le power. Donc quand je peux pas m'entraîner correctement, voilà, c'est ma vie un peu fade, on va pas se mentir. Donc du coup ça me permet de justement de trouver pas un autre but, mais de me dire en fait c'est vu que j'ai plus de temps à disposition et que dans tous les cas c'est la meilleure chose que je puisse faire pour moi sportivement, autant l'investir dans autre chose et en profiter pour presque me libérer du temps pour quand j'en aurai moins parce que je vais plus m'entraîner. Donc je le vois un peu comme ça. Moi, pour le coup, j'ai jamais eu trop de blessures qui m'ont empêché aussi, comme Charlie. Les quelques fois où c'est arrivé, j'ai plus cherché déjà ce que je pouvais faire pour continuer à m'entraîner normalement. C'est-à-dire les fois où j'avais mal à l'épaule, je faisais des belles squats, etc. Et sinon, juste ce que je peux arranger, tu vois, j'arrive quand même à prendre le recul maintenant. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, ça va pas trop m'impacter. Je sais qu'il y a toujours des choses à faire, à améliorer. Donc juste prendre le recul, voir ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça. Et aussi, de toute façon, il y a toujours pire. Et puis, ça fait aussi quelque part un petit peu partie du jeu, tu vois. Vu qu'on pousse énormément notre corps, il y a toujours des répercussions derrière. Et on va jamais être parfaitement en bonne santé. Ça va rarement tout rouler. Donc, j'accepte aussi le revers de la médaille où je veux pousser mon corps à 100%. Donc, forcément, derrière, il y a des répercussions. Donc, c'est aussi un petit peu le deal. Donc, c'est pour ça que ça me gêne pas vraiment et que ça n'a pas trop d'impact psychologique sur moi. J'arrive quand même à être assez éloigné de tout ça. Après, sinon, j'ai une strat vraiment très bonne. Quand vous faites mal au dos, vous devenez bench spécialiste. Et vous prenez 25 kg sur votre max en 3 semaines. Vous faites 2 bench par jour et ça fonctionne. Non, moi, ça me fait penser à un cas d'un athlète à moi et on en a discuté il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Et c'est même pas lié aux douleurs, mais c'est lié à la petite difficulté que tu peux avoir post-compétition, tu vois. Là, en l'occurrence, ça fait 3 combes d'affilée que pour un athlète à moi,
le squat, ça se passe vraiment mal. Le bloc post-comp, le squat, c'est catastrophique. Et ça fait 3 fois d'affilée, tu vois. Et là, ça arrive encore, du coup, pour la 3e fois d'affilée. Et forcément, ça le frustre. Il comprend pas, etc., etc. Et il me dit, qu'est-ce que je dois faire pour aller mieux ? Arrêtez de faire des comptes. Et en fait, je lui dis, ouais, tu vois, j'étais pas dans le non, mais c'est pas grave et tout. Faut être honnête, oui, c'est frustrant. Oui, je peux comprendre. Mais je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé les 2 blocs qui ont suivi ce bloc nul ? Toujours des très bons squats. Et du coup, je lui ai dit, c'est quelque chose qui arrive. Faut qu'on trouve encore la raison pour laquelle ça arrive, parce que pour l'instant, on n'a pas trop de pistes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le squat, il met juste un bloc à revenir. Et il en met pas 5. Et du coup, je lui ai dit, là, le bloc, il est fini. On sait ce qu'on doit faire pour que ça aille un petit peu mieux, parce que techniquement, c'est parti un peu en cacahuète. Donc, il faut qu'on remette des bonnes bases techniques. Il faut qu'on arrive à relancer une bonne dynamique. Et après, ça repart systématiquement. Et du coup, c'est là aussi que les données, les datas, et discuter avec ton coach et que ton coach te connaisse, c'est aussi important, parce que lorsque tu as des périodes comme ça, un petit peu de down, sans forcément avoir mal, parfois ça peut être des moments qui sont récurrents en fonction d'une saison ou quoi, qui arrivent pour X ou Y raison, mais en ayant ces données-là, en discutant avec ton coach ou les amis avec qui tu t'entraînes, tu peux te rendre compte que ça va pas durer très longtemps, parce que c'est comme ça. Peut-être que le mouvement a besoin d'un petit peu de temps pour revenir après la comp, parce que c'est un mouvement où sur toutes les compes, on a poussé des RPE assez haut à chaque fois. Et donc voilà. Et donc moi, j'ai aucun doute sur le fait que là, dans les prochains blocs, ça va aller. Je vous ferai une petite update au prochain entrecôte. Mais en vrai, c'est même intéressant. Enfin, c'est comme le principe parfois de se brider volontairement, parce que tu sais que derrière ça va te servir, tu vois. Genre moi je sais que j'ai des blocs justement où je suis nul, mais comme je sais que c'est parce que je vais être bon derrière, ça me dérange pas, au contraire, tu vois. Et c'est un peu le principe du volume. Par exemple, il y a des blocs où je sais que je fais trop de volume pour performer, mais quand je vais redescendre, ça va me permettre d'être meilleur que j'ai jamais été, tu vois. Donc je pense qu'il faut juste en fait visualiser enfin encore une fois, tu dézoomes et tu te dis bon bah là je suis dans la phase là, c'est-à-dire la phase où je suis nul de mon entraînement, pour justement que la phase là elle soit plus haute. Donc au final c'est pas très grave, quoi. Mais c'est sûr que quand t'as pas le recul, l'expérience ou même l'habitude, et en réalité t'auras jamais non plus la certitude à 100% que ça va être le cas, c'est compliqué de garder en gros la tête dans la même direction sans te poser de questions, quoi. Mais je pense qu'encore une fois le problème c'est pas de se poser des questions, c'est juste de t'en poser, c'est normal, il faut juste pas tout remettre en question. C'est-à-dire que en fait tu te dis ok, est-ce que j'en suis sûr, est-ce que ça va vraiment fonctionner, ça c'est normal, tout le monde va le faire. À partir du moment où c'est un sport qui est important pour toi, tu te poses la question, mais il faut pas arriver au point où tu te dis bon vu que j'en suis pas sûr, je vais tout changer, comme ça je prends pas de risque, parce qu'au final en changeant tout, tu prends plus de risques que de faire quelque chose qui jusque-là a toujours fonctionné, quoi. Ouais, ou c'est comme juste t'as plus poussé sur un bloc ou sur une fin de bloc, et la première semaine du suivant, t'es pas ouf parce que t'as des gènes, t'as beaucoup de fatigue et t'as du mal à maintenir, on va dire, la technique ou quoi que ce soit. Donc c'est forcément le truc où t'es obligé d'accepter, et ça fait partie du process. Donc juste voir toujours le spectre dans son ensemble, ça aide à avancer plus vite, tu vois. Ok. Mon sujet, c'était qu'est-ce que vous pensez, comment vous vivez vous personnellement et à travers aussi vos athlètes l'entraînement l'été, donc notamment vis-à-vis de la chaleur, aussi aussi vis-à-vis de l'entraînement à l'extérieur, notamment quand on part en vacances, parce qu'ici nous on s'entraîne et on a un petit QG où il y a pas mal de vacanciers qui viennent pour s'entraîner ici en vacances, mais du coup ils changent totalement d'environnement d'entraînement, parce que t'en as certains qui viennent d'endroits de la France ou même d'ailleurs où il fait beaucoup moins chaud, et ils arrivent ici, il fait chaud, en même temps qu'ils viennent s'entraîner, parce qu'ils viennent ici pour s'entraîner dur, mais en même temps c'est leurs vacances, donc ils vont à la plage, etc. etc. Nous, on est ici, on va dire chez nous, mais on est aussi quand même frappé par la chaleur, même si on a la chance d'avoir la clim. Mais vous, parce qu'en plus, il y a du coup des posts sur Insta qui sont ressortis un petit peu actuellement, comme quoi la chaleur peut diminuer les performances de tel pourcentage, etc. etc. Est-ce que vous l'avez déjà ressenti ? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça, la chaleur et l'entraînement l'été, si jamais tu es en déplacement, etc. etc. Pour moi, juste, il faut l'anticiper, quoi. C'est le truc le plus important. Si tu sais qu'il fait chaud, déjà de 1, mentalement, tu t'y prépares. C'est-à-dire que si tu plains parce que tu transpires, t'as pas en vacances dans le sud, quoi. Sinon, faut s'hydrater, ça c'est évident. Et c'est peut-être ça le plus compliqué quand tu transpires vraiment beaucoup. Il y a un stade où c'est même compliqué de s'hydrater à hauteur de ce que tu te déshydrates. Donc c'est juste ça qui peut être compliqué. Mais normalement, si tu te connais un minimum, c'est faisable. Sauf si vraiment tu t'entraînes à Dubaï 60 degrés, là c'est problématique, mais bon voilà. Sinon je pense que par rapport à ce que tu disais par rapport aux vacances, pour moi il faut juste accepter que si tu décides de prendre des vacances, c'est aussi justement pour t'éloigner un petit peu de toute cette pression mentale que tu te mets. Donc laisse-toi juste 2 semaines pour faire tes entraînements sans attendre, quoi. Tu vas à la salle, tu dis justement que tu as 3 heures devant toi, optimise ces 3 heures le plus possible pour t'entraîner.
te faire plaisir ou non, si ça fait pas plaisir, mais au moins en fait pour te dire, bah là j'ai 3 heures pour, entre guillemets, juste accumuler le plus de travail possible que je peux sans que ça prenne trop le dessus sur mes vacances, et donc du coup bah, j'en profite. Et oui, je me sentirais pas super bien parce que bah, du coup peut-être que la veille je sais pas, j'ai fait 3 heures de canyoning, j'ai pris un coup de soleil, je suis fatigué, j'ai un peu dormi plus tard ou j'ai bu de l'alcool ou j'en sais rien, enfin c'est pas la fin du monde en fait. À partir du moment où tu t'octroies le fait d'aller en vacances et que tu considères que tu le mérites entre guillemets, bah juste profites-en. Sinon c'est juste, bah, si t'arrives en vacances et que tu penses comme ça, bah juste ne pars pas en vacances. Ou alors tu pars en vacances en sachant que justement tu vas rester 100% on track. Moi c'est ce que j'ai tendance à faire parce que je sais que j'arrive pas à me laisser réellement partir en vacances. Donc quand je pars en vacances, je pars avec un groupe de gens qui s'entraînent aussi, on fait tous la même chose, on s'entraîne, et quand on a un peu de temps libre, on visite. Donc du coup en fait c'est l'inverse, il faut juste voir quelles sont tes priorités. Si tu pars en vacances pour t'amuser, pour te relaxer, bah relaxe-toi. Si tu pars juste dans un endroit pour visiter un petit peu et t'entraîner en principal, bah ça c'est autre chose. Donc faut juste être en accord avec ce que tu veux faire, tes objectifs, et du coup bah prendre les décisions et les choix qui correspondent en fait. Moi déjà je trouve que, alors j'ai une take, l'hiver c'est pire que l'été. Je préfère m'entraîner l'été que l'hiver, honnêtement, je préfère Ici avoir chaud. Ah ouais. Et ici il fait pas froid. Non mais de manière générale quoi. Oh là, à la après zone, le mood l'été est mieux, à la enfin, genre, il y a zone, le soleil et ouais tout. voilà c'est ça. Mais genre commencer, Ah non, ouais, mais commencer non, à l'hiver, c'est m'entraîner, mieux. commencer à m'entraîner l'hiver, ça me saoule. Ah ouais? Ah non, Ouais. moi. Autant à la zone quand il faisait froid, autant Ouais, là voilà. il fait grave bon quoi. Mais déjà ça. Ensuite, le seul truc que je trouve désagréable, ouais, c'est si tu transpires beaucoup ou quoi, voilà, tu vas glisser un tout petit peu sur le banc ou quoi. Mais l'entraînement en lui-même, quand il fait très chaud, Moi je trouve pas ça. Juste tu désagréable. prends un t-shirt en plus quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, pour le coup, genre, la fatigue, ça me fatigue. Pardon. Je vais poser juste une petite question par rapport à ce qu'il disait. Non, mais c'est cool, Antoine. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, qui écoutent le podcast, en fait j'allais en mode passe-moi le micro s'il te plaît Antoine, et Antoine il l'a fait hop et il a Hop commencé là. à parler. Alors, je voulais juste du coup vous demander, parce que vous avez dit tous les deux que ça vous gênait pas, donc vous estimez que vous n'avez pas de perte de performance à cause de la chaleur. Non. Moi, je me pose Pas même- par rapport à ici, parce que c'est vrai qu'ici là au Centre Cœur Gym on a la clim, donc franchement ça va. Mais genre quand on s'entraînait dans notre ancienne salle où il faisait vraiment chaud, toi t'estimes Non. que non? Ah, je Toi me non pose plus pas la Je pense que question, moi. peut-être sur genre une séance full volume ou vraiment genre je transpire beaucoup à la fin, je pense que je serais peut-être plus fatigué que si c'était Ouais. pas le cas, mais genre sur mes top 7 Genre et sur tout, une 1RM, tu penses pas que t'es moins fort à cause de ça? Non. Ok. Ou alors c'est vraiment pas perceptible quoi. Moi, je pense que si tu te poses pas la question, En fait c'est encore la même chose. Si tu t'attends à avoir une perte de force, bah il Ouais. y a de grandes chances que tu l'aies ou que tu l'amplifies. C'est l'effet nocebo quoi. Et après, par rapport à mes athlètes, en fait, généralement, les gens qu'on coach dans la majeure partie, c'est pas des gens qui ont que le power dans leur vie, tu vois, c'est des gens qui travaillent. Donc, quand ils partent en vacances, c'est vraiment j'arrête de travailler. Donc, au Alors que final, ils se sentent nous, mieux, si quoi. on part en vacances, on continue, tu vois. Donc, le fait d'arrêter le sport, ça fait partie de la chose. Donc après, il y en a, moi que je coach, qui disent bah, j'ai vu qu'il y avait une salle pas loin, je pourrais m'entraîner peut-être 2 fois dans la semaine ou quoi. Je dis oui, bah, fais ce que tu peux, tu fais telle et telle séance et On verra, quoi. tu adaptes au mieux. Il y en a qui disent bah, moi je veux pas du tout m'entraîner pendant une semaine, c'est vraiment mes vacances et tout. Et en vrai, quand tu prends un peu de recul, quand tu faisais un sport quand tu étais petit et que le club disait on ferme pendant un mois, bon, bah, t'avais pas trop le choix, tu Ouais, vois. ouais. Donc quand c'est une pratique comme ça qui est plus, je dirais pas loisir parce que les gens font de la compétition, mais où t'as pas forcément envie d'y passer, ou c'est juste pas toute ta vie, bah en fait, si t'es ok avec le fait d'arrêter et que Ah oui. y a pas de souci avec ça, bah let's go. Puis il y a plein d'exemples de gens qui par exemple prennent des vacances entre guillemets en post-comp et qui ont des niveaux extraordinaires et l'un n'empêche Mhm. pas l'autre, tu vois. Je pense que c'est juste de chacun voit sa pratique de la façon dont il le voit. Moi je sais que je peux pas trop m'en éloigner, mais c'est comme ça et c'est ma façon de voir la chose et comment je suis psychologiquement, mais ça fait pas forcément de moi un meilleur athlète. Il y a des gens qui sont meilleurs que moi et qui prennent des vacances et ça les empêche pas d'être bons quoi. C'est juste eux, s'ils sont meilleurs mais qu'ils ont envie de prendre des vacances et toi juste. Ouais voilà, voilà, chacun a sa si- façon si- de ouais, visualiser exactement. sa pratique quoi, en fait. Du coup, je disais. Pour le coup, moi, je sens que la chaleur, ça me fatigue pas mal. Après, ça m'empêche pas de performer parce que bah, quand j'ai une séance à faire, je m'impose de le faire. Tu vois, je me laisse pas le choix et j'y vais. Juste quand j'arrive, je suis un peu plus fatigué et je sens que la récup aussi, c'est plus compliqué quand il fait chaud. Après, le HCL, c'est une serre botanique, non? Ouais. Il fait super chaud. Nous, là-bas, au non Rochelle, il fait super chaud, il n'y a pas la clim. Mhm. Là, quand il y avait la canicule, c'était 35 degrés. Donc pour s'entraîner, c'était Mhm. En vrai, je quelque pense chose de que spécial. le plus gros problème aussi, c'est est-ce que tu peux dormir correctement quoi. Parce que je sais que moi, si j'ai pas la clim chez moi et quand il fait chaud comme ça, bah, je sais que je vais pas pouvoir dormir. Enfin, si je vais pouvoir dormir, mais pas avant 2-3 heures du matin quand il commence à faire froid, bon. Donc là, forcément, ça pose un problème sur la récup. Mais du coup, je pourrais perdre de la performance parce que je récupère mal, mais pas directement à cause de la sensation de chaleur quoi.
Ouais, moi, c'est ce qui m'avait plus handicapé là, ces derniers jours avec la chaleur. Mais je pense, de toute façon, si tu arrives à maintenir l'hydratation normale, Ouais, voilà. normalement, il n'y a pas trop de pertes. Bah, Puis, du coup, enfin, je te coupe, désolé, mais en fait, est-ce que à l'inverse, tu te poses la question quand il fait froid, tu vois? Parce qu'en soi, t'as d'autres problématiques qui arrivent quand il fait froid, et pourtant personne se dit quand il fait froid, je sens que je performe moins, tu vois. Quand il fait froid, j'ai le droit. Parce que je pense que les gens partent du principe, et c'est réel, quand il fait froid, tu peux t'échauffer. Quand il fait chaud, tu peux te refroidir, entre guillemets, mais tu vas pas prendre un bain froid avant d'aller t'entraîner, tu du vois. coup, ça c'est juste la sensation, du coup. Parce qu'en Oui. fait, s'il faisait vraiment froid, genre en mode tu viens pourrais pas te réchauffer. en Islande, enfin, ouais, voilà, tu serais toujours un peu en mode j'ai toujours froid quand je m'entraîne, Mhm. tu vois. Et pourtant, je pense que les gens se posent moins la question. ouais, non, je suis Genre, d'accord. je sais pas si on prend l'équivalent d'une température normale, c'est une vingtaine de degrés, tu vois. Genre, je pense que tout le monde est bien à 20 degrés, t'as pas froid, t'as pas chaud. Donc 30, c'est l'équivalent de 10, 40, c'est l'équivalent de 0, tu vois. Nous, on s'entraîne dans des 40 degrés parfois. À l'époque du route, on s'entraînait même plus que ça, des fois à l'intérieur, quand il faisait super chaud. C'est l'équivalent de 0. Il y a très peu de gens qui s'entraînent dans une salle où il fait 0 degré, tu vois. Ouais. Moi, j'ai fait les deux. Et en vrai, pour moi, les deux sont tout autant incapacitants. En fait, c'est juste que c'est pas les mêmes choses. Et en soi, bah, en fait, tu passes outre, tu vois. Ouais. Enfin, Moi, je trouve pas ça- je suis assez d'accord. Perso, je sens pas que je suis moins fort quand il fait chaud ou même quand il fait froid aussi. Quand il fait froid, C'est juste bah, que t'as du mal à te mettre dedans. ouais, peut-être, voilà, quand il fait froid, faut se réveiller un petit peu. Au début, peut-être moi, en tout cas, quand il fait froid, je m'échauffe en pull, tu vois, et dès que j'ai chaud, je vire mon pull. Quand il fait chaud, bah, je prends une douche bien froide avant de venir à la salle. Et après, quand je me mets dedans, Et oui, la sueur, ça peut être relou. Mais bon, en soi, moi, ça me dérange pas tant que Ouais. ça. Moi, c'est toujours pareil. j'ai jamais trouvé que j'étais moins fort à cause de l'été. Parfois, oui, quand t'as du volume ou quoi, ça peut être tu peux subir un petit peu. Mais en tout cas, perso, j'ai pas senti de vraie grosse différence par rapport à ça. Mais ouais, c'était intéressant par contre ce que tu disais sur comment tu peux agencer ton entraînement quand tu pars en vacances. Moi, c'est ce que je disais à certains athlètes parce que là, en août, j'ai 3-4 athlètes qui vont passer une semaine ou deux. Et j'en ai un, il prend pas beaucoup de vacances, c'est un mec qui charbonne beaucoup. Et il voulait venir en mode vrai camp d'entraînement, tu vois. Et j'ai dit, si tu veux, ok, tu vois, mais t'as le droit aussi de chill un peu, tu vois. T'habites loin, tu vas venir dans le sud. Financièrement, ça a un coût aussi. Et du coup, j'ai dit, si tu veux venir et faire un camp d'entraînement, tu vas t'entraîner vraiment dur, tu vas pas négliger la diète et tout, en vrai, ok, et c'est ce qu'il a envie de faire, donc c'est d'accord, mais t'es pas obligé non plus de te mettre à la rue, tu vois, et de sacrifier tes 2 semaines de congé dans l'année, enfin du mois d'été, pour ça. Et du coup, comme tu l'as bien résumé, essayer de faire l'état des lieux de ce qu'on a envie de faire lorsqu'on arrive en vacances, et je pense qu'au final, du coup, ça se passera beaucoup mieux, effectivement. Puis voir sur le long terme aussi. C'est-à-dire que si vraiment tu ressens la nécessité dans ton année de toujours prendre 2 semaines de vacances, bah prends-les en fait. Si c'est pour qu'au final tu subisses tout le reste de ton année et que tu sois à 80% tout le reste de l'année alors que tu aurais pu être à 100% si tu avais pris 2 semaines de vacances, bah tu seras perdant quoi. Ouais, je pense que ça peut être utile de temps en temps de prendre un peu de recul par rapport à tout ça et de se reposer pour revenir exactement plus en forme et plus prêt à charbonner. Et moi, je sais que pareil, c'est un truc où je peux pas faire et je prends rarement des pauses de l'entraînement. Et l'entraînement, ça reste toujours la priorité, tu vois, dans la journée. Mais des fois, juste changer un peu de salle, d'environnement, ça peut déjà être un peu novateur, tu vois, et permettre de prendre, d'avoir un côté nouveau qui redonne une dynamique, tu vois. Je sais que là, il y a pas longtemps, j'étais allé chez mes parents pour un week-end et du coup, j'ai fait 2 entraînements dans une autre salle et franchement, j'ai trouvé ça cool parce que tu vois d'autres personnes, tu t'entraînes dans d'autres conditions et Ouais, ça change. juste ça change un peu et c'est toujours sympa des fois d'avoir un peu de changement. Moi, je l'ai vu avec la prépa monde quand même, où c'était probablement une des périodes où je me suis le plus entraîné de ma vie, où j'étais vraiment très très fatigué. Après la prépa, j'étais en mode, en vrai, je serais ok, tu vois, de prendre un bloc où genre, je dirais pas que je m'entraîne pas, je m'entraînais toujours énormément du coup, mais c'est juste que je m'entraînais tellement plus avant que du coup, quand je sens que je me repousse autant dans mes retranchements, derrière je me dis ça serait peut-être même bien bénéfique pour moi sportivement de prendre un bloc un peu plus tranquille. Bon là en l'occurrence mon corps m'a pas laissé le choix, mais je pense que c'est aussi une forme de périodisation en fait que de faire ça quoi. Ouais. Oui, parce que typiquement, si tu veux, pour être heureux entre guillemets toi dans ta vie, il faut que tu t'entraînes. Et donc prendre des vacances sans t'entraîner, ce Oui, serait ça cacherait les vacances, voilà, quoi. en fait c'est ça. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec nous quand on est allé à Bali. On est parti à Bali et il fallait qu'on s'entraîne quoi qu'il arrive. On avait nos séances à faire et du coup, mais par contre, il y avait des endroits dans lesquels on voulait aller. Et on a vu qu'il y avait des salles, elles étaient miteuses, mais on voulait quand même aller à cet endroit-là. Tu vois, on voulait pas ne pas aller à cet endroit-là de Bali parce qu'il n'y avait pas de salle avec du calibré. Donc on a dit, on va aller à cet endroit-là, on va y aller
pas très longtemps, parce qu'on n'a pas envie de s'entraîner 2 semaines dans une salle miteuse, mais on va quand même y aller. Et quand on est allé dans cette fameuse salle, on s'est rarement entraîné dans des conditions aussi bressons, genre il faisait vraiment chaud, c'était très sale et tout la salle, mais c'était cool parce que déjà ça faisait partie de tout un voyage et tout. On s'est entraîné, c'était peut-être pas les entraînements les plus... Et du coup oui, comme je disais, c'était pas les entraînements les plus prolifiques du monde, mais on avait fait ce qu'on avait à faire. Avant on était content, après on était content, et au final c'est très bien passé. Et quand on est revenu dans la salle où on avait dû calibrer, c'était une salle qui était propre, calibrée avec la clim. Malgré ça, il faisait très chaud. Mais on savait aussi pourquoi on était là. Tu vois, t'es à Bali, il fait 35 degrés et tu t'attends pas à aller dans une salle où il fait 19 degrés, etc. etc. Donc bah, c'était OK, tu vois. Donc ouais, voilà. Ok. Et du coup, pour le dernier point, c'est toi, Antoine? Du coup, je voulais savoir comment vous arrivez à concilier un athlète avec lequel il va avoir un métier très très physique et donc des choses où les entraînements vont être un peu random, ou par exemple une journée... il va être toute la journée sur chantier, il va pas avoir bu, il va pas avoir pris 0 pause et il arrive, on va dire, assez fatigué à l'entraînement. Et justement, le côté power et performance. Moi, ce que j'aime bien faire dans les cas comme ça, où c'est des modes de vie qui varient beaucoup, c'est de faire des entraînements avec des priorités. En gros, tu mets priorité, s'il y a 4 séances, 1, 2, 3, 4, et tu dis à la personne de caler sa priorité 1 sur le jour où il sera le plus en forme, et dans le sens là jusqu'à la 4e. Comme ça, ici, par exemple, il a un gros début de semaine, il va caler ça plus en fin de semaine. Si c'est à l'inverse que sa semaine va le tuer, lundi soir il sera un peu fatigué, mais ce sera le meilleur jour de la semaine. C'est ça que j'aime bien faire. Pour les gens qui ont des emplois du temps comme ça, qui bougent et qui permettent pas toujours d'avoir beaucoup de constance, en général, je fais ça. Et je trouve que ça a une bonne réussite dans le sens où ça permet vraiment à la personne d'ajuster elle-même et aussi en même temps du coup de se rendre compte de ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'en gros, vu que le matin tu te poses la question, ok, est-ce qu'aujourd'hui je vais faire mon jour 1, 2, 3, 4, c'est ma priorité 1, 3, 4, comment est-ce que je dois agir dans la journée aussi, tu vois. Si par exemple tu taffes toute la journée et tu sais que ton patron va être un peu chiant par rapport au fait que tu vas prendre régulièrement des pauses, tu peux entre guillemets un jour prendre un peu plus de pauses et puis compenser les autres jours où ça sera des jours moins importants, tu vois, et un petit peu réguler comme ça, quoi. Ça vient de Mighty, ça, les priorités. Pardon? Ça vient de Mike Tuchrer, les priorités. Enfin, en tout cas, il avait sorti un long truc sur les priorités et tout. Ok. Ouais. Je t'avoue que je crois que je l'avais vu, mais je sais pas si ça vient. Je l'avais vu de lui. Ok. Je sais que j'avais vu des entraînements comme ça, parce que moi j'ai été coaché du coup par quelqu'un par RTS pendant pas très peu longtemps, mais voilà. Et je sais que j'avais ça pendant des deloads parfois. Ouais, comme ça, le plus important est fait. Ouais, c'est ça. Quand tu peux. Ok. Vas-y. Okay. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est essayer de discuter pas mal avec l'athlète, dans le sens où il m'explique un petit peu ce qui se passe pour qu'on soit assez réactif. Là, l'exemple le plus flagrant qui me vient en tête, c'est Thibaut qui est pompier. Pompier nageur, je crois que c'est. Putain, je suis désolé, je sais pas précisément, mais ouais, sauveteur à Marseille. Il fait aussi les feux. Là, c'est les incendies en ce moment. Et en gros, souvent, quand il travaille, il est à la caserne. Du coup, parfois, il est à la caserne pendant 3 jours d'affilée. Donc, parfois, il peut aller s'entraîner, mais d'un coup, il doit faire autre chose. Il est appelé, etc., etc. Et donc, du coup, on a de l'incertitude sur est-ce qu'il va pouvoir s'entraîner ou pas. Et la deuxième incertitude, c'est est-ce qu'il va pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions. Parce que parfois, il est de repos, mais il a été de garde pendant 24 heures et il n'a pas dormi pendant 24 heures parce qu'il y a des feux, etc., etc. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, comme tu as dit, c'est priorité. C'est-à-dire que dans la semaine, il a 5 séances. Il y en a une qui est purement bonus, dans le sens où s'il la fait pas, vraiment, c'est aucun problème parce que c'est vraiment une séance renfo en fait, mais il aime bien ça. Donc, s'il a le temps et qu'il peut la faire à la caserne, il le fait. Et sinon, parfois, les 4 séances, on doit les condenser en une. Et du coup, souvent, ce que je lui dis, c'est que ton squat principal, c'est lui, ton squat secondaire, c'est lui, le squat tertiaire, c'est lui. Si tu dois en virer un des 3, c'est celui-là, etc., etc. Du coup, parfois, il se retrouve où il s'entraîne 3 fois dans la semaine au lieu de 5. Mais du coup, il a fait 3 SBD avec à chaque fois les jours principaux, entre guillemets. Et ça se passe très bien. Mais du coup, pour ça, il faut qu'on puisse beaucoup discuter. Et donc, en fait, il me dit souvent ce qui se passe. Parfois, avant de s'entraîner, il m'envoie un message et il me dit là, j'ai pas dormi de la nuit, donc ça va être compliqué, etc., etc. J'essaye d'être assez réactif parce que c'est la base, tout simplement, du coaching, tu vois, que ce soit pour lui ou pour un athlète qui a pas de particularité comme ça. Mais voilà, il me dit assez souvent ce qu'il a
Et il me le dit à l'avance, parce que du coup, forcément, c'est quelqu'un d'organisé, parce que il a un emploi du temps qui sait à l'avance. Et du coup, il me dit parfois, là, en ce moment, c'est les feux. Il me dit, Charlie, pendant 3 semaines, je pense que ça va être la guerre. Je vais probablement pas beaucoup dormir, etc. Du coup, on a fait un bloc spécial où on a revu un petit peu les objectifs différemment. Dans le sens où s'il pouvait pas s'entraîner aussi bien, c'était pas grave parce qu'il y a ça ou ça. Et du coup, pas besoin d'être pompier, sauveteur pour ça. Si tu fais un travail, comme tu as dit, si tu travailles dans le bâtiment et que tu sais que tu as une fin de chantier à boucler pour la fin du mois et que tu vas devoir carburer, pareil, c'est cool si tu le sais un peu à l'avance, que tu peux en parler à ton coach. Comme ça, le coach peut prévoir et tout se passe bien. En vrai, il n'y a pas de problème. Tu vois, je pense à des athlètes comme Théo Durand que je coachais pendant un moment. Maintenant, je le coach plus, mais on est encore amis et on se parle souvent. C'est un mec qui fait un travail de bureau, mais il charbonne, il fait 60-70 heures par semaine. En plus de ça, il est en train de faire construire sa maison, etc. etc. Et donc, il n'a pas beaucoup de temps pour s'entraîner. Donc, quand je le coachais, il calait des SBD en 45 minutes. Ouais. On faisait le strict minimum, mais au moins, c'était fait. Et avec de l'organisation et une bonne programmation et le fait de pouvoir discuter, au final, il a progressé. Et c'est un mec maintenant qui a le niveau national et qui est très fort. Tu vois. Par rapport à ce que tu disais au début, Antoine, généralement les gens qui vont travailler sur des chantiers ou des boulots très physiques et tout, c'est généralement des personnes qui sont aussi, ou en tout cas s'ils ne le sont pas, c'est le travail du coach, mais comment dire, ils sont assez clairs sur leur objectif, tu vois. Ils savent que leur but c'est pas d'être champion de France ou quoi, et que ils vont faire ce qu'ils aiment faire, c'est-à-dire du power, mais ils savent très bien qu'ils performeront jamais à très haut niveau parce que leur boulot leur demande beaucoup. Et généralement, c'est des gens qui aiment leur taf et qui juste jonglent entre les deux, tu vois. Donc c'est là où la communication avec l'athlète, avec le coach va être importante. Et après, honnêtement, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport aux priorités et par rapport à ce que tu disais de la communication. Mais ouais, moi, je sais que j'ai une athlète en particulier à qui je pense là maintenant, qui est infirmière et qui des fois va passer 12 heures d'un coup à bosser, qui va me dire là je suis complètement morte, il faut que je dorme pendant 8 heures et après peut-être que j'irai m'entraîner. Et donc là aussi on fonctionne sur cette semaine au lieu de faire mes 4 séances, je peux en faire que 2. Pareil, on communique, tu fais tel squat, tel bench, le plus important, etc. La classique, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai mis un peu en place, l'idée de varier les séances. Il y avait facilement 2 séances qui étaient intervertibles dans la semaine, où s'il était fatigué, il faisait plutôt la séance un peu légère, avec pas mal d'assistance et pas trop de comp. Et il faisait l'autre séance un peu plus tard dans la semaine. Et aussi, ce que j'ai mis en place, du coup, c'est des blocs un peu plus longs où on monte quasiment pas en intensité. On monte genre RPE 7 et jamais au-dessus. Et quand même, il arrive très bien à progresser au fur et à mesure du bloc comme ça. Et des top sets qui sont avec une charge fixe mais très légère, juste pour voir la forme, pour adapter le volume derrière. Où il va juste tout le temps, toutes les semaines faire cette charge. Et après, il peut facilement comparer, par exemple, la semaine d'avant, s'il est plus ou moins en forme. Et juste derrière, le volume, on l'adapte en fonction de cet état de forme le jour J. C'est intéressant ça en vrai. Parce que du coup, tu sais que en gros, lui, il est là en mode juste, je me teste sur mon top 7 et du coup, derrière, je fais les bons choix. Et en plus, ça permet de se rendre compte aussi dans quel état il est. Parce que parfois, tu peux te ressentir fatigué et pas forcément l'être et vice versa aussi, quoi. Ouais, puis t'as aussi un peu le côté, même si ça reste par exemple, une connerie, un triple à 170 qui est extrêmement facile, t'as aussi un peu le côté challenge où je peux le faire faut faire un peu mieux que la semaine dernière, tu vois. Et c'est pour ça que ça rajoute le petit challenge et ça reste sympathique de faire ça, tu vois. Ok, alors on est en train de checker, parce que du coup je pense qu'on a fait la quatrième partie. On est en train de checker si on avait des questions sur le dernier épisode, mais il me semble pas. Là non, et sur il me semble qu'on avait répondu à celui d'avant. Sachant qu'en plus, on vient d'en poster un aujourd'hui, on vient de poster l'épisode 13 aujourd'hui même. Une question sur l'hyperfréquence, est-ce que certains de vos athlètes, ou même vous, l'ont mis en place, cela était-il efficace ? Ou encore avez-vous rencontré des difficultés, douleurs, fatigue ? On n'avait pas répondu ça, je crois. Non, je crois pas. Dans tous les cas, je vais le refaire au pire parce que je crois que j'avais vu cette question justement. Moi, oui, l'hyperfréquence, du coup, j'ai mis en place sur pas mal d'athlètes parce qu'il y a des gens qui ont vu ce que je faisais, qui ont voulu essayer par curiosité, je pense, et aussi parce qu'ils ont vu que ça fonctionnait sur moi. Et je pense que c'est faisable en fonction du rythme de vie de certains athlètes, de justement, comme on parlait avant, de ce qu'ils ont envie de faire, s'ils ont envie de le faire, parce que c'est aussi quand même assez contraignant comme type de programme. Et souvent, oui, ça a des bons résultats parce que ça amène à juste plus de focus, plus de pratique, donc nécessairement un meilleur niveau au final. Est-ce qu'il y a des gènes particulières qui viennent avec ça ? Je pense pas. En fait, je pense que c'est la même chose que faire 4 séances de force par semaine. C'est toujours les mêmes problématiques qu'on a. Donc, il faut juste maintenir des amplitudes de mouvement et des mouvements qu'on fait pas trop de manière générale en power. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est toujours mettre
des exos, on va dire, pour notamment fléchisseurs de la hanche, enfin des hanches du coup, et potentiellement un petit peu pas de renfort, mais on va dire d'aller chercher les amplitudes unilatérales sur les hanches aussi, sur un Bulgarian split squat, toute la presse unilatérale, une chose comme ça. Et après, pour certaines personnes, je vais mettre du travail de anti-rotation ou inclinaison du buste par rapport à tout ce qui peut avoir un rapport avec la santé thoracique, voire lombaire. C'est les seuls 3 trucs qui reviennent un peu de temps en temps, sur lesquels je fais un peu attention. Sinon, franchement, c'est comme j'ai dit, c'est la même chose, c'est juste la même chose, mais plus. Donc voilà. Moi, j'ai eu le cas un peu là récemment avec un athlète sur lequel on est passé en hyperfréquence et juste, il pouvait pas faire 2 sumo 2 jours de suite. Juste à chaque fois, il avait trop mal aux hanches. Donc juste, ce qu'on a adapté là, c'est genre faire un sumo, un tradi, un sumo, un RDL, des trucs comme ça. Et là, pour le coup, fin de bloc, il a fait son meilleur terre, juste un 2-10 RP8, alors qu'il a un max à 2-15, vraiment à la mort, tu vois. Donc je pense que c'est juste adapté en fonction de chaque athlète et voir comment ça se passe, quoi. Et aussi de l'expérience, parce que si tu regardes, moi maintenant je fais ça depuis un moment, donc j'ai pu augmenter le volume. Il y a des gens avec qui je fais ça depuis un peu plus longtemps, je pense notamment à Clara qui, maintenant ça commence à faire un petit moment qu'on fait ça. Au fur et à mesure on peut augmenter le volume parce que justement elle s'y adapte, on fait un peu plus et ça continue comme ça. Il y a des gens avec qui on commence depuis c'est plus fréquent, plus récent pardon, comme changement. Et dans ce cas le but c'est pas de marteler directement du volume parce que déjà le changement de fréquence en lui-même va souvent ramener un peu plus de volume via les warm-up etc. et potentiellement de la fatigue. Donc je peux juste être cohérent par rapport à l'expérience et où est-ce que l'athlète en est directement dans cette pratique-là, quoi. Moi, je pense que tout est une question de dosage et de le voir comme une incrémentation progressive sur le temps, quoi. Si tu dis à ton coach que tu as envie de t'entraîner plus, c'est une bonne chose, mais faut pas s'attendre à ce que d'un coup tu passes de 3 à 5 séances avec le triple de volume de partout. C'est normal. Ça et c'est aurait pas même pas de sens, quoi. Ça aurait tout l'inverse. Ce serait contre-productif, en fait. C'est juste que de manière générale, s'entraîner plus, c'est mieux, mais c'est évident qu'il faut construire une résistance qui vous permettra juste de progresser par rapport à ça. Si on prend l'exemple de vous voulez renforcer vos mains par exemple pour le grip, si votre but, si vous passez de 1 terre à 5 terres par semaine, vous allez juste avoir tellement mal aux mains que vous allez plus pouvoir tenir vos barres. Alors que si vous faites 1, puis 2, puis 3, puis 4, petit à petit vous allez pouvoir le faire et du coup vos mains seront de plus en plus résistantes. Mais si vous passez le threshold, la limite où juste vous êtes en train de vous détruire et plus de reconstruire assez vite par rapport à ce que vous détruisez, vous êtes en train de régresser au final, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je l'ai aussi expérimenté avec certains de mes athlètes. Certains le demandaient, d'autres moins, et j'ai proposé parce que certains, par rapport à leur mode de vie et la manière de s'entraîner, j'estimais que ça pouvait être intéressant, donc on en a discuté. Et des personnes pour qui je pensais que ça allait fonctionner et ça n'a pas tant fonctionné que ça, donc on l'a fait pendant un petit moment et maintenant on a redescendu de fréquence, ce qui est possible et ce qui est pas mauvais en soi, plutôt que de vouloir continuer tête baissée et foncer dans le mur, tu vois. Et d'autres personnes qui m'ont sollicité, d'autres athlètes qui m'ont sollicité, pour qui j'étais un petit peu moins chaud, donc j'ai fait de la prévention entre guillemets, et pour que en gros l'athlète sache dans quoi il veut s'embarquer, tu vois, pas juste je vais faire 5 SBD pour faire comme Coco, tu vois. Essayer de savoir vraiment pourquoi tu veux le faire et surtout ce que ça va impliquer. Et au final, c'est très bien passé et ça se passe toujours très bien. Ce que j'ai tendance à faire d'un peu différent entre l'ultra-fréquence, entre guillemets, et la fréquence un peu plus basique, c'est que le volume que j'ai sur les blocs et sur la semaine est beaucoup plus fixe que sur des progs un peu plus classiques, dans le sens où j'ai tendance à beaucoup moins augmenter le volume de bloc en bloc, ou voire même de semaine en semaine. Parce que généralement, en tout cas moi de ce que j'ai vu pour l'instant, lorsqu'on a une ultra fréquence et qu'on enchaîne quand même pas mal les blocs, en tout cas pour l'instant ça progresse toujours bien sans avoir besoin de mettre plus de volume parce que la fréquence fait le travail entre guillemets, tu vois, parce que la fréquence induit plein d'autres choses qui fait que l'athlète progresse. Donc j'augmente pas trop le volume parce que pas forcément besoin d'en faire trop et que surtout ça peut vite avoir une incidence. C'est bête, mais si tu fais 5 squats par semaine et que tu rajoutes une série sur chaque exposition, ça fait 5 séries en plus. C'est énorme. Donc si c'est une idée, si vous vous coachez seul et que vous avez en tête de vous dire oh mais je rajoute pas grand chose, je fais juste une série de plus par mouvement, en fait ça fait une série par mouvement x 5. C'est énorme.
Il donc, suffit, même rajouter une série, hein, sur Oui. un seul, une seule exposition, Clairement. ça fait toute la différence. clairement. Moi, quand je suis passé le lundi, je faisais mon 5x5 au début, puis il passé en 6x5, puis en 7x5 au squat. Les 2 séries en plus, ça Ouais, change de ouf. tout, vraiment. Les deux dernières, je sentais que je les subissais en mode mon corps il était en mode normalement t'as fini là et tu dois en faire encore Ouais, 2. de ouf. Et je sentais que c'était vraiment. C'est comme si la dernière série me prenait autant d'énergie que les 3 d'avant, quoi. Mm. Donc ouais, là où sur des blocs avec une fréquence normale, d'un bloc à un autre, je peux ajouter quelques séries en plus sur les 3 mouvements, si vraiment on peut. Sur l'ultra fréquence, même si j'ai le pressentiment qu'on peut, j'évite. Ouais. L'idée, c'est pas de Euh, tirer toujours sur la Parce corde qu'en à fait, fond. on tu fait vois, déjà aussi. de l'ultra fréquence, donc ça sert à rien de faire de l'ultra volume entre guillemets. Sinon après on va faire de l'ultra entraînement. Voilà, l'ultra entraînement, l'ultra force. power. Non, mais en fait, moi, le truc que je dis bien, c'est l'idée, c'est parce que tu sais que tu as de la marge qu'il faut forcément vouloir toujours l'utiliser. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, c'est bien justement d'avoir des périodes, comme on disait avant, où en fait, au lieu d'augmenter, tu restes à la même chose, et c'est une forme de pas de deload, mais de moment que tu prends plus tranquille en mode ok, je veux créer un tapis de sécurité en mode là, je sais que j'ai cette marge là, je peux me permettre de bouger un petit peu sans forcément être dans le rouge, et le jour où je vais être dans le rouge, je vais pouvoir repousser pour revenir et petit à petit jouer avec cette limite là. Mais si tu veux toujours tirer à fond sur la corde, il y a un moment ou un autre où ça fonctionnera pas, quoi. Très bien. Ok, du coup, moi je vais juste vous poser une petite question. En gros, il faut répondre de manière très rapide. Est-ce que vous pensez que dans le futur, il y a plus de marge d'amélioration, genre dans l'aspect génétique, en gros, trouver les plus beaux spécimens d'athlètes, entre guillemets, ou dans la programmation? Dans notre sport, Ouais, bien sûr, dans le sport. dans la programmation, je pense. Ok. En fait, c'est un sport assez jeune et je pense que tu vois, l'ultra fréquence, il n'y a pas énormément de personnes qui pratiquent ça. Et si on prend l'exemple d'Agatha, je pense que c'est une des personnes qui s'entraîne probablement le plus et c'est la meilleure. Donc Oui. c'est pas corrélé parce que ça veut pas dire que si vous entraînez 4 fois par jour, vous allez être le meilleur. Mais je pense que de manière globale, sur la programmation, en soi, développer la qualité physique de la force, ça on sait le faire depuis vraiment très très longtemps. Mais spécifiquement en force athlétique pour optimiser Ta force maximale. tout ce qui va avec ta force maximale au moment précis et tout, je pense que c'est ça. Parce que trouver des anomalies génétiques, entre guillemets, ça va juste être... Il y a plus de personnes qui vont commencer à pratiquer. Et vu qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont pratiquer, il y a forcément de plus en plus de gens doués qui vont s'y mettre. Et du coup, c'est bien pour l'évolution du sport et tout. Mais Ouais, je dis pas genre qu'est-ce que tu préfères, je dis pour toi qu'est-ce qui va le plus arriver, tu vois. Donc en gros, est-ce que le sport va grandir de manière exponentielle au point où on va trouver de plus gros talents, ou on va s'améliorer d'un point de vue programmation? Parce que je suis d'accord avec toi dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'entraînent, enfin qui sont très bons, mais après c'est qui suis-je pour dire ça, mais qui je pense ne s'entraînent pas de la meilleure des manières. Mais en fait la meilleure des manières on la connaît même pas réellement, donc c'est pas un jugement de valeur que je dis en mode ils s'entraînent mal, mais je pense il y a plein de choses qu'on pourrait optimiser encore à haut niveau dont on n'a même pas réellement la connaissance, c'est ça parce qu'on n'a que pas assez de je recul suis assez sur tout d'accord ça, avec quoi. ça. C'est ça que je dis. Après, factuellement, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il y ait de plus en plus d'anomalies génétiques qui arrivent parce qu'il y a de plus en plus de pratiquants. On le voit aux States notamment. On est tous d'accord. Ouais. Tu veux dire autre chose? Non, je suis d'accord avec ce qui est dit. Ok. Mais du coup, on en profite parce que la fin du coup de ce podcast en général, on fait un petit jeu comme ça et où on répond aux questions et anecdotes. Donc si t'as un truc à dire. Petite anecdote, on a fait une comp avec Loïc il y a 1 mois et demi et on a réservé un hôtel avec des belles images sur le site de l'hôtel avec des belles baignoires et tout parce qu'il nous fallait une baignoire évidemment pour cut. Et donc on réserve l'hôtel et on a bien vérifié que dans l'hôtel il y ait des baignoires dans les chambres. On envoie un message à l'hôtel en mode s'il vous plaît, on aimerait avoir une chambre avec une baignoire parce qu'on est des compétiteurs, enfin blablabla, tu vois. On arrive dans l'hôtel, et devinez quoi, une belle douche toute neuve dans la chambre. Ah, la salle de bain, elle était bien neuve. Elle était nickel, la salle de bain. Et en fait, Elle était éclatée. Ah si, elle était toute neuve. Ah, ok. Ah non, nickel. ouais, Ils avaient enlevé la baignoire. Exact. Et en fait, Ils c'est ça. avaient fait une douche. Et en fait, on arrive et on vient voir, enfin, on va à l'accueil, on demande excusez-moi, est-ce qu'il y a des baignoires dans l'hôtel? Elle dit il n'y a plus aucune baignoire. Elle dit Raison écologique. voilà, raison écologique, on fait plus de bain et tout. Ah, mais et en plus, elle a dit un truc genre mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus de baignoire, tu vois. Et on était en mode pouvez-vous mettre les images à jour, s'il vous plaît, sur le site? Parce que du coup. Répondre. Ou nous répondre, parce que du coup, on a vraiment demandé à avoir une baignoire. Du coup, ils nous ont ni répondu, ni quoi que ce soit. Et du coup, ils étaient en mode je sais pas quoi vous dire, on a juste pas de baignoire. On était en mode bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu vois, on doit cut, il n'y a pas de baignoire. Est-ce qu'on va trouver un sauna, un spa? Est-ce qu'on va aller acheter un spa portatif, un truc comme ça? Donc, ne vous faites pas avoir par
les images trompeuses. Voilà, ne vous faites pas avoir par les images trompeuses les des hôtels hôtels. et appeler en fait. On aurait dû juste les appeler et Ouais. leur demander, tout simplement. Ouais. Donc c'est la petite anecdote, ça peut en sauver plus d'un. Oh oui. Voilà, rien de fou, mais je pensais à ça. Très bien. Mais Donc, écoutez, on je est pense pas qu'on mal. peut clôturer là-dessus, ça va faire presque 1 heure. Mais écoutez, merci à tous d'avoir écouté et je laisse le mot de la fin à Loïc comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne, que ce soit sur YouTube et Spotify. Vous pouvez noter le podcast sur Spotify 5 étoiles, liker sur YouTube et puis commenter sur les 2 plateformes. Comme ça, on répondra à vos questions. Putain, il l'a répété. Hein. Il l'a répété. Merci à tous et bonne journée, bonne soirée pour chacun. Salut.